Bonjour à tous, merci de vous être levés pour venir à cette 27e session des 18e rencontres économiques d'Aix. Ce matin, notre thème est assez conséquent. Nous avons 6 beaux intervenants et on a déjà commencé, je peux vous dire avant, le débat et tout le monde n'est pas d'accord sur scène. Donc j'espère qu'ils vont reproduire exactement les mêmes choses pendant le débat. Et je cède tout de suite la parole à Patrice Geoffron qui va, en 3 minutes, Patrice, introduire ce débat et nous poser les enjeux de la discussion. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là si tôt. Comme Marc vient de le dire, effectivement, on a amorcé un débat assez vif dont je ne vais pas vous retranscrire les termes, mais je vais plutôt vous proposer une réflexion introductive assez rapide autour de la gouvernance climatique. Il se trouve que depuis 2 ans, nous avons un cadre international à cette gouvernance climatique qui s'appelle l'Accord de Paris. Et cet Accord de Paris, on a tendance à l'analyser usuellement sous l'angle énergétique. Et donc, on voit bien que le monde de la mise en œuvre de l'Accord de Paris, c'est sans doute beaucoup moins de charbon, beaucoup plus d'éoliennes. Je vais essayer de vous transcrire ça avec mes mots d'économiste en vous invitant par ailleurs à regarder sur le site des rencontres au niveau de notre session. Il y a différentes notes et à la fin de la note que j'ai produite, vous allez trouver un magnifique graphique qui raconte l'histoire sur laquelle je vais m'appuyer à partir de maintenant. Le monde de l'Accord de Paris traduit dans des termes économiques, et nous sommes ici les rencontres d'Aix, des rencontres d'économistes, c'est un monde dans lequel on aura réussi à réduire les émissions de CO2 de 35 milliards de tonnes aujourd'hui à 5 ou 10 milliards au milieu de ce siècle, de telle manière à rester quelque part aux alentours de 1,5 degré, 2 degrés. C'est-à-dire qu'en termes énergétique, ça nous ramènerait au monde de 1950 dans lequel on émettait 5 à 10 milliards de tonnes de CO2, sauf qu'entre-temps, on sera passé de 3 milliards d'humains à peu près 10 milliards d'humains et le PIB mondial, la richesse créée chaque année, aura été multipliée par 10. Lorsqu'on fait ce type d'observation, évidemment, la conclusion logique à laquelle on parvient, c'est de dire qu'on n'y parviendra pas justement et que c'est foutu. C'est tout à fait plausible et je crains qu'on partage ce matin beaucoup de préoccupations sur les difficultés à mettre en œuvre l'accord de Paris. Mon point est plutôt de dire, essayons d'imaginer ce monde dans lequel l'accord de Paris pourrait fonctionner, non pas pour partager avec vous uniquement des pensées positives, mais parce que ce monde qui est un monde de grands déplacements de valeurs économiques pourrait être un monde également instable et chaotique. 2 observations à cet égard, une première série d'observations sur le caractère plausible ou non de la mise en œuvre de cet accord et donc de ce basculement de changement économique, de modèle macroéconomique, le modèle sur lequel on est depuis 2 siècles maintenant. Il y a une série de facteurs qui donnent à penser que c'est plausible. Premièrement, c'est à peu près ce qu'on fait depuis ce découplage, depuis 2013. Si vous observez depuis 2013 les émissions de CO2, on a une quasi-stabilisation, en tout cas entre 2013 et 2016. Et c'est 3 années durant lesquelles le PIB mondial a augmenté de 10%. Donc ça veut dire qu'on parvient à créer plus de valeur économique sans émettre plus de CO2. Alors naturellement, si vous suivez de près ces questions, vous avez dû observer que ma belle histoire, elle s'arrête en 2017 et qu'en 2017, patatras, ça remonte comme c'est le cas depuis 2 siècles, et les émissions remontent et le PIB est remonté également. Donc on retombe dans l'ancien modèle. Il y a quand même quelques exceptions qui sont assez intéressantes, au moins une, et cette exception, c'est les États-Unis. Il se trouve que parmi les grands pays, il y a un pays qui s'est singularisé en 2017, et tout cela en dépit de Trump, c'est les États-Unis, dans lesquels on observe une baisse des émissions de CO2 en dépit d'une activité économique qui est une activité très, très dynamique. Et lorsqu'on creuse, on trouve derrière tout ça toute une série de raisons d'espérer qui procèdent de la maturation d'un certain nombre de technologies. Certaines nous viennent à l'esprit, le photovoltaïque naturellement, d'autres sont un peu plus singulières mais s'invitent au débat, la blockchain par exemple, qui pourrait être un des éléments de ces transformations. Donc on n'est pas à l'abri que la porte sur laquelle nous appuyons et qui résiste puisse s'ouvrir à ce moment-là très violemment, et c'est le point sur lequel j'aimerais conclure. Il faut que nous ayons l'aptitude également à penser ce monde de la mise en œuvre de l'accord de Paris, c'est-à-dire ce monde dans lequel nous franchirions
un pic de carbone dans la décennie 2020, en rupture avec tout ce que nous faisons maintenant depuis 2 siècles. Et c'est un monde qui va demander des règles de gouvernance que nous ne sommes pas aptes à penser aujourd'hui, tout simplement, et ça renvoie au terme de disruption qu'on évoquait hier dans la session du début d'après-midi, tout simplement parce que nous pensons différemment depuis 2 siècles. Et donc un monde de changement de ce modèle macroéconomique, c'est un monde dans lequel toutes les entreprises seraient conduites également à l'appui de ce changement, ou dans le cas de ce changement, à modifier leur business model. C'est un monde de grands transferts. La violence de ces transferts, on les a observés au cours de ces dernières années, puisque le prix du pétrole a été schématiquement à peu près divisé par 2, ce qui a conduit le chiffre d'affaires du brut à s'effondrer d'environ 10 000 milliards de dollars. Et puis par ailleurs, ce monde de l'après-carbone, du début de la descente dans la vallée, c'est un monde dans lequel eh bien, il deviendra très difficile, impossible, c'est souhaitable, mais ce sera très violent économiquement, de financer des actifs carbonés qui ont des durées de vie assez longues. Et c'est un monde dans lequel beaucoup d'actifs économiques seront déclassés. Donc, 2 éléments de conclusion. Je ne perds pas de vue, et c'est ce qui va nous être dit à partir de maintenant, que c'est pas gagné. Mais même si ça devait aller mieux, et nous pouvons l'espérer dans la prochaine décennie, il faudra rester vigilant et nous aurons des besoins intensifs de règles de gouvernance dans ce monde de métamorphose carbonée. Je vous rappelle que le thème des métamorphoses est ce qui nous réunit pendant ces 3 jours. Merci Marc. Patrice pour cette introduction et ce cadrage. Alors, le débat va se décomposer en 2 temps. Il va y avoir une première partie diagnostic où chacun des 6 intervenants va poser son diagnostic fondamental par rapport à la question posée, et un deuxième temps, un temps de recommandation où les mêmes 6 intervenants vont vous faire une proposition qui, selon eux, vise à répondre à cette question. Alors, les intervenants, qui sont-ils? Je vous les présente rapidement. Nous avons au centre Borge Ousland, qui est explorateur polaire, et pendant son discours, vous verrez des manifestations par image du changement climatique. Nous avons également Éric Orsena, qu'on ne présente plus, écrivain, économiste, touche à tout. Monsieur Jean-Pierre Clamadieu, le patron de Solvay et Engie, en chemise blanche au centre. Madame Corinne Lepage, avocate et grande défenseur de l'environnement, ancienne ministre, monsieur Jean-Yves Le Gall, à sa gauche, le patron du CNES, et monsieur Guillaume Faury, à côté de Patrice Geoffron, le patron d'Airbus. On va commencer donc par la partie diagnostic, et je cède la parole en anglais à Borge Ousland, qui va donc vous nous expliquer pourquoi il pense qu'on est en train de vivre une catastrophe humanitaire et mondiale. Monsieur Ousland. You have 3 minutes. Thank you. Yes, speak. I have the first, Yes. picture During on your the speech. screen, Your please. speech. Yeah. I'm a polar explorer, and I am been fortunate enough to do some expeditions up in the north, and crossing the 20 biggest glaciers in the world, which I do together with a French explorer called Vincent Colliard. And closer to the microphone. Okay, I will try to speak closer to the microphone. And for me, who have been an eyewitness to the climate change, I know that this is not something that is happening in the future. It's something that's really happening here and now. And already now, the 50% of the European glaciers in the Alps have disappeared. And we all know that a glacier that is melting is ending up in the ocean, contributing to sea level rise. And you also have the same in the Arctic with the polar ice cap. I did my first expedition to the North Pole in 1990. Back then, the ice was 3, maybe 4 meter ticks at some times. Now it's maximum 1 to 2 meters, so it's a reduction of more than 30% on the polar ice cap. And what is happening up there is actually that that white surface that normally reflects the energy back to the space, that is replaced by land or water, which has a dark surface, and this dark surface actually absorbs the heat, so we have an acceleration of the melt in the Arctic. And I can understand that it's difficult for the general people to really take in and fathom what is really happening when it comes to the climate, but for me, who have seen it
personally, I have no doubt that the climate change is really, really the biggest challenge that humanity is faced with today. Thank you. Thank you very much. We will pictures because we have a technical problem, so we'll have after in your second speech. Monsieur Orsena. Monsieur Orsena. Voilà, ça marche. Ça va. Ça marche. Ça marche. Très bien. Mettez le micro un petit peu plus près. Alors vous voulez nous parler aussi de la montée des mers. Oui, oui. Alors, je voudrais parler des conséquences du dérèglement climatique en 5 points. Premièrement, il y a trop d'eau salée du fait de la dilatation de l'océan et pas assez d'eau douce du fait de la multiplication des phénomènes extrêmes. Ce qui veut dire qu'en termes climatiques, comme en termes sociaux, il n'y a plus de classe moyenne. Je veux dire qu'il n'y a plus de climat tempéré. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce que j'ai appris en tant qu'ambassadeur de l'Institut Pasteur, il n'y a pas de frontières dans la vie et que les questions d'eau douce et les questions d'eau salée sont les mêmes. Et je voudrais dire à notre cher animateur que présenter avec mépris quelqu'un qui est touche à tout, c'est une sorte de mépris pour la culture générale qui est nécessaire pour comprendre le monde aujourd'hui. Ce n'était absolument pas. Alors attendez, ce n'était absolument pas du mépris, c'est simplement pour dire que vous avez tu n'as énormément de pas la qualité. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas la parole. Deuxième point, la question de la gouvernance, c'est une articulation très intéressante en termes de global et du local. Parce qu'il y a évidemment les mêmes logiques des précipitations et des évaporations, mais vous avez des lieux de tension extrêmement graves. Par exemple au Bangladesh, avec la montée des eaux du golfe du Bengale, et de l'autre côté, les tensions géopolitiques extrêmement graves entre l'Éthiopie et l'Égypte, dont du Nil. S'il n'y a plus de Nil, il n'y a plus d'Égypte. Troisièmement, gouvernance. Clé, la relation avec le savoir. Si les États-Unis et la Chine étaient des sociétés, je retirerais mes actions immédiatement des États-Unis pour les mettre en Chine. Car un pays est en train, au plus haut niveau, de rompre avec la confiance dans le savoir, alors que la Chine revient à ce qui a fait sa puissance depuis toujours, c'est-à-dire avec la poudre, avec la boussole, etc., revient dans le savoir. Et on a entendu hier le Premier ministre nous dire qu'il y a toutes les vérités avec une sorte de relativisme un peu inquiétant. La science n'est pas une affaire de démocratie. Quatrième point, l'acceptabilité pour le Nord. Il y a des mesures qu'on pourrait prendre qui sont refusées. Par exemple, on ne peut plus construire un seul barrage en France aujourd'hui. Et donc, cette question-là est grave. Cinquièmement, en termes de dissuasion, jusqu'à présent, on a évité les guerres de l'eau puisqu'on savait que les gens pouvaient aller jusqu'à la mort pour avoir besoin de l'eau qui était la vie. Jusqu'à présent, ce n'est plus le cas avec les urbanisations excessives. Quand on est face à un puits, il y a peut-être des petites tribus qui s'égorgent, ça met de l'animation dans le désert. Quand il y a des villes, des agglomérations de 20 millions d'habitants qui se battent pour un seul cours d'eau, la probabilité d'une guerre de l'eau commence à s'accroître. Donc oui, le monde est dangereux. Merci. Merci, monsieur Orsena. Et comme maintenant j'ai la parole, mon terme de touche à tout n'avait absolument rien de méprisant. Au contraire, il visait à démontrer la qualité de l'ensemble de votre œuvre et de tout ce que vous faites. Ceci étant dit, je passe la parole à monsieur Clamadieu, qui, vous voulez nous expliquer un petit peu qu'en plus des États et de l'expression des volontés nationalistes, il y a des acteurs non étatiques dans le jeu des négociations qui sont importants et qui jouent un rôle crucial. Effectivement, et en particulier les entreprises. Alors moi, j'ai une situation très intéressante aujourd'hui, puisque je suis dans une période de transition où à la fois je dirige un groupe de chimie et de matériaux avancés qui est un groupe qui est contributeur au problème, émetteur important de CO2, et bien déterminé à réduire ses émissions, mais aussi contributeur aux solutions. Et puis, je suis président du conseil d'administration depuis quelques semaines d'Engie, qui est un groupe qui est fortement engagé dans la transition énergétique. Si on se rappelle ce qu'a été la COP21, deux caractéristiques, on a eu l'occasion de les partager ici d'ailleurs ces 2 dernières années. La première, c'est la mobilisation de la société civile dans toute sa forme. Les ONG, les entreprises, les autorités infra-étatiques sont venues exprimer avec force ce qu'étaient leurs attentes. Et deuxième commentaire, la logique même de la négociation, rappelons-le,
c'était chaque État vient avec ses propositions. Et l'accord de Paris, c'est finalement un grand accord de notaires dans lequel on dit, voilà, on a noté tout ce que chacun allait faire. Et puis on a fait quelques calculs qui montraient que si chacun faisait ce qu'il voulait, on n'était pas tout à fait à l'objectif, mais on s'en rapprochait. Grande rupture dans la gouvernance, la sortie des États-Unis, effectivement, dans les conditions que vous connaissez, dans le contexte mondial que l'on connaît également. La bonne nouvelle, c'est la réaction très forte de ces acteurs de la société civile américaine, les États, les grandes agglomérations, les entreprises, en tout cas un certain nombre d'entre elles et souvent les plus emblématiques, qui ont dit nous, on veut y rester. Notre gouvernement fédéral veut sortir, mais nous nous sentons engagés. Et effectivement, je crois que l'élément d'espoir que nous devons avoir, et ce n'est pas un espoir qui nous fait dire que tout est gagné, loin s'en faut. Patrice nous a dit tout à l'heure qu'on était dans une situation où, au fond, il y avait un petit doute sur le fait que la courbe se stabilise, démontrait qu'on s'approchait du tipping point, ou au contraire pouvait nous faire craindre que nous repartions vers cette courbe d'émissions. Et je vous rappelle d'ailleurs que le simple fait de voir ces émissions diminuer n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'elles diminuent avec une pente qui est forte. Donc, bonne nouvelle, les entreprises sont engagées. Et vraiment, en tant que témoin, depuis de nombreuses années, témoin actif et engagé sur ces sujets, je n'ai pas vu d'entreprise tout d'un coup exprimer le fait que les sujets changement climatique, les sujets émissions de CO2, transition énergétique ne les intéressaient plus. Au contraire, la démarche qui a conduit à Paris a amené par exemple à ce que les grands acteurs du digital, les GAFA, qui deviennent aujourd'hui des très gros consommateurs d'énergie, s'engagent dans une démarche de réduction de leurs émissions, et ces démarches, elles continuent. Et au fond, et je fais un petit peu écho à ce que j'ai entendu dans divers tables rondes hier, les entreprises aujourd'hui se substituent pas aux États, c'est pas leur rôle, mais elles sont capables elles-mêmes, lorsqu'elles avancent de manière alignée sur un certain nombre d'objectifs, et elles sont capables de le faire, je pense, sur le sujet du changement climatique, elles s'engagent sur des stratégies de moyen et long terme qui finalement sont peu impactées par les avatars de la politique ici ou là. Quand un groupe comme Engie fait de la transition énergétique sa priorité stratégique, c'est effectivement des investissements qui se comptent en milliards, qui sont faits au service de cette transition. Le groupe sort d'un certain nombre d'actifs d'émissions carbonées. Le groupe investit de manière importante dans des formes de production d'électricité peu émettrices de CO2. C'est une stratégie qui est là et qui est là pour durer. Quand Solvay dit je veux réduire en 10 ans de 40% l'intensité CO2 de mes activités, là aussi c'est une stratégie qui est là pour durer. Donc ça, c'est un élément d'espoir. À nouveau, il est loin de tout régler, mais il est important. Et je termine en évoquant un sujet sur lequel l'absence de gouvernance mondiale efficace est un véritable frein, le prix du carbone. Je crois que nous sommes tous, acteurs économiques, convaincus que le développement d'un prix du carbone qui donne un véritable signal qui permet d'accélérer les efforts en direction de la transition énergétique, c'est un outil extrêmement important. On avance extrêmement lentement vers la création d'un prix du carbone incitatif et mondial. L'Europe a un système, il a fait l'objet d'un certain nombre d'abord de critiques, puis de remises à niveau. On n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, le signal prix CO2 en Europe est revenu à un niveau qui est un tout petit peu plus satisfaisant. La Chine a lancé un très grand marché, à peu près la taille du marché européen. Il faut qu'on continue dans ce développement des marchés et il faut qu'on arrive à les connecter pour qu'il y ait effectivement un prix du carbone mondial, à terme, je ne rêve pas, qui permette d'aligner les efforts des uns et des autres. Merci, M. Clamadieu. Juste une question. Vous dites les entreprises sont très engagées. Est-ce que le retrait de la signature des États-Unis de la COP21 peut changer quelque chose et desserrer un peu le carcan des entreprises ? Non, d'abord, je ne pense pas que les entreprises considèrent ça comme un carcan. Les entreprises, en tout cas celles qui ont compris l'importance du sujet, elles considèrent que c'est une opportunité dans laquelle il faut s'engager. Nos clients, nos salariés, aujourd'hui et de plus en plus nos investisseurs, nos actionnaires, nous demandent de nous engager dans cette voie. Donc le mot carcan ne convient pas. Et ce qui s'est passé après le retrait de l'accord n'a rien changé à la mobilisation des entreprises américaines. Un tout petit exemple, Solvay, un de nos grands clients, Apple. Apple s'est engagé, comme la plupart des autres GAFA, à n'utiliser que de l'énergie d'origine renouvelable dans leur data center. Apple s'est retourné vers ses fournisseurs, et en particulier Solvay, pour dire on voudrait que vous fassiez la même chose dans les 11 usines du groupe qui contribuent à la fabrication de polymères avancés qu'on retrouve sur nos petits outils. Solvay a inauguré, il y a quelques semaines, une ferme solaire en Caroline du Sud, une grande ferme solaire dont nous avons fait l'acquisition pour répondre
à ses besoins d'Apple. Engie a annoncé la semaine dernière la création d'un parc d'éoliennes en Norvège dont l'objectif est de fournir de l'électricité d'origine renouvelable à Hydro, un grand fabricant d'aluminium norvégien. Donc aujourd'hui, on voit des acteurs plus que progressivement, on verra les systèmes d'incitation et de prix garantis mis en place par les États pour favoriser le développement des énergies renouvelables, on les verra s'effacer au profit de demandes d'acteurs industriels, d'entreprises qui souhaitent sécuriser sur le long terme un accès à de l'énergie d'origine renouvelable. Donc les choses évoluent. Le problème n'est pas réglé, mais les choses évoluent et les entreprises sont un élément de stabilité dans cette démarche. Merci beaucoup. Madame Lepage, Monsieur Clamadieu parlait justement de ces acteurs non étatiques. Vous en faites partie, vous êtes l'un de ces acteurs depuis longtemps. Est-ce que vous partagez le même diagnostic ? Oui, je partage tout à fait le diagnostic qui vient d'être exprimé. Un mot, j'aurais 3 mots. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de débat, à mon sens, sur la catastrophe dans laquelle on est engagé. Sur la biodiversité, c'est un drame absolu. Sur le réchauffement, ça va infiniment plus vite que ce qu'on pensait. Et puisque nous sommes dans un parterre d'économistes, je voudrais juste vous citer un chiffre. En 2017, selon Munich Re, donc qui n'est pas un écologiste échevelé, le coût des catastrophes s'est élevé à 330 milliards de dollars pour l'année 2017, c'est-à-dire plus du double du coût de l'année 2016, qui représente 1 720 € par seconde. Voilà, ça c'est le constat. Deuxième constat, une relative impuissance, et quand je dis relative, je suis aimable dans ce que je pense, des États à prendre des engagements concrets et ensuite à les exécuter. Oui, l'accord de Paris est une grande avancée parce que tout le monde s'est mis d'accord, mais tout le monde s'est mis d'accord sur quoi ? Sur un objectif à 2050, mais quand il s'agit de trouver les fonds pour lutter contre la déforestation en Afrique, qui est quand même un des problèmes absolument majeurs, et contre la montée de tout ce qui est la sécheresse et l'acidification des sols, il n'y a pas d'argent. Quand il s'agit de prendre un certain nombre de mesures qui pourraient, entre guillemets, être impopulaires, on ne les prend pas. Et résultat des courses, on est globalement, selon Laurent Fabius, à 30% en 2018 de ce qu'on aurait dû faire pour les accords de Paris. Troisième point, l'importance de la montée en puissance de la société civile. Je rejoins complètement ce que disait M. Clavadieu. La société civile monte en puissance grâce à la coopération multilatérale sur le climat. Il y a des initiatives de coopération internationale. Il y a un agenda des solutions, parce que là, on rentre dans le concret, et c'est ça qui est important. C'est pas de s'entendre sur le sexe des anges, c'est de dire concrètement ce qu'on va faire et quel argent on va mettre pour le faire et où on va le faire. C'est la seule chose qui compte. Et certains parlent d'une lame de fond déferlant sur le monde de l'action climatique. Lier cela aux objectifs de développement durable, aux ODD, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas séparer la question du climat de la question du développement. Et je dirais, pour conclure ce premier point, je reviendrai dans mes solutions sur ce point également, à mes yeux, c'est un avis purement personnel, on assiste à une inversion de la demande entre les États et les sociétés. Il y a une dizaine d'années, les États disaient qu'il faut mobiliser la société civile pour qu'elle bouge. Aujourd'hui, c'est la société civile, et dans tous les pays du monde, qui bouge pour faire bouger les États, parce qu'ils ne bougent pas assez vite, et que la société civile, entreprises, cités, régions, simples citoyens, ONG bien sûr, se sont rendus compte que s'ils n'entraient pas dans une bataille extrêmement solide pour obliger les États et certaines entreprises, parce que le monde de l'entreprise est divers, à agir, il ne se passerait rien. Merci. Merci, Madame Lepage. Monsieur Le Gall, alors vous avez une on verra peut-être un petit peu, c'est un peu différent après, mais tout le monde est d'accord sur le diagnostic, sur non pas la faillite des États, mais sur leur incapacité ou leur difficulté à traduire en fait les engagements qui sont pris. Et justement, c'est ce point que vous vouliez développer, Monsieur Le Gall. Oui, d'abord, comme l'a dit Corinne Lepage, il est clair qu'aujourd'hui, on a affaire à un désastre climatique. Pourquoi y a-t-il eu les ouragans qu'on a vus il y a quelques mois, notamment sur l'arc antillais? Pour une raison très simple, c'est qu'habituellement, l'Atlantique Sud, à l'automne, est à 26 degrés,
L'année dernière, il était à 31 degrés. À 26 degrés, vous avez le vent qui passe, ça fait une petite nébulosité dans l'atmosphère. À 31 degrés, ça fait le cyclone Irma. Donc ça, c'est une évidence. Il y a un dérèglement climatique très très fort. Et ce dérèglement climatique, eh bien, il a été mis en évidence très vite par les satellites. Quand on va mesurer le climat, on parle de 50 variables climatiques essentielles. Sur ces 50 variables, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être vues que par les satellites. Ce sont les satellites qui ont monté l'évolution de la température du globe. Ce sont les satellites qui ont montré l'augmentation du niveau des océans. Et là, on peut faire un petit cocorico. Ce sont les satellites français de la série des Jason et Topex Poséidon. Et ce sont dorénavant les satellites qui vont mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Parce que la vraie question, l'accord de Paris l'a mis en avant et le One Planet Summit d'Emmanuel Macron le 12 décembre de l'an dernier l'a rappelé, c'est comment s'assure-t-on que ces accords sont respectés. Alors One Planet Summit, c'était très intéressant parce que par rapport à 2 ans auparavant, le monde avait changé. Il y a 2 ans auparavant, en 2015, les États-Unis, c'était Obama, donc là, on est avec la sortie de l'accord de Paris, même si le 12 décembre à Paris, Arnold Schwarzenegger a dit ce ne sont pas les États-Unis qui quittent l'accord de Paris, c'est Donald Trump. Et là, c'est très très important parce que ça montre que finalement, les politiques peuvent parler, on le voit d'ailleurs dans l'administration Trump, je n'entrerai pas dans les détails, mais sur d'autres sujets, et les sociétés civiles continuent leur bonhomme de chemin, et il y a une vraie prise de conscience. De la même façon, au One Planet Summit, la Chine était très en avant parce qu'elle a bien compris que la posture des États-Unis lui donnait un espace où exister. Mais la vraie question, c'est vraiment comment s'assurer que les engagements qui vont être pris se traduisent concrètement en émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour cela, eh bien, on a besoin de satellites, on a besoin de solutions, étant entendu que quand même les gaz à effet de serre, lorsqu'on les observe, la vraie question c'est de savoir, de faire la différence entre les gaz d'origine naturelle, vous avez aujourd'hui le permafrost qui fond, donc ça lâche des quantités phénoménales de méthane, et puis des gaz d'origine anthropique, c'est-à-dire fabriqués par l'homme. Et c'est tout le débat que nous avons devant nous. Mais donc, moi je suis convaincu que, et à l'initiative de la France, on peut le dire, il y a cette prise de conscience climatique partout dans le monde et déclinée sur les États et les sociétés. Et ce qu'a dit Schwarzenegger, ce n'est pas les États-Unis qui quittent, c'est Donald Trump, c'est très très intéressant. Prise de conscience, mais maintenant, comment on s'assure qu'on la traduit en faits et en gestes, et donc je le dirai un peu plus tard. Un peu plus tard. Merci, Monsieur Le Gall. Pour conclure ce premier tour de table sur le diagnostic, Monsieur Faury, vous avez-vous un son un petit peu différent parce que vous estimez que, en tout cas dans votre domaine, il existe une gouvernance mondiale et qui n'est pas si inefficace que cela. Allez-y. Alors, je pense que le sujet du dérèglement climatique est un sujet de gouvernance d'un bien commun qui est le ciel et des émissions de gaz à effet de serre dans le ciel qui est un ciel unique, qui est ce qui appartient à tout le monde. La problématique de la gestion de ce bien commun, en fait, elle se pose depuis que l'aviation commerciale existe, l'aviation internationale, parce que pour pouvoir utiliser le ciel de façon ordonnée, il a fallu définir le code de la route du ciel pour permettre aux avions de voler de façon autrement organisée que chaotique. Et donc en 1944, au moment de la Convention de Chicago, se sont créées les règles de l'air pour permettre d'utiliser le ciel de façon organisée. La Convention de Chicago a donné de bons résultats au départ, a permis de faire fonctionner ce ciel, et donc s'est emparée de plus en plus de sujets. En 1971, elle s'est emparée des sujets du bruit et des émissions de particules, de NOx, et a défini des règles pour tout le monde. Et ce qui fait la force de cette gouvernance, c'est que les États sont interdépendants, les acteurs sont interdépendants, et celui qui ne se met pas dans le jeu en est exclu, et donc ne bénéficie pas de tous les avantages de la connectivité de l'aviation et du développement de cette activité économique. Donc en fait, il existe une gouvernance du ciel, elle est déjà ancienne, et elle fonctionne. Le sujet initial étant le code de la route, les règles de l'air. Le premier sujet qui était en priorité à traiter était celui de la sécurité aérienne. Et vous avez peut-être noté que l'année dernière, pour la première fois depuis la création et le développement de l'aviation commerciale, il n'y a eu aucun accident aérien mortel
dans le cadre de l'aviation commerciale, des avions à réacteurs. Donc, et ce n'est pas insignificatif parce que ça correspond à 6 trillions de kilomètres parcourus par des passagers, c'est-à-dire en moyenne 1000 kilomètres par être humain parcourus l'année dernière. Alors malheureusement, en 2018, on a déjà eu des accidents mortels à déplorer, mais c'est un niveau de sécurité qui montre, à mon avis, que cette gouvernance mondiale, elle fonctionne. Il se trouve que l'OACI, qui régit cette organisation, s'est emparée en 2015, avec l'accord de Paris, du problème des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des émissions de CO2, et a défini ses objectifs. Alors, ils sont discutables, contestables, ils sont ambitieux néanmoins pour une aviation commerciale qui double de volume tous les 15 ans. Et elle met en place, l'OACI, une gouvernance qui va faire que ceux qui ne seront pas dans le jeu en seront exclus, ceux qui ne respecteront pas les objectifs en matière d'émissions de CO2 perdront cet accès au ciel. Les règles restent encore à définir, les règles de coercition. Il y a 10 ans pour entrer complètement dans le système, une période pilote, une période de référence, une période pilote, une période volontaire, puis une période obligatoire. C'est quand même un élément d'optimisme que je trouve très très fort dans cette problématique de gouvernance du ciel, parce qu'on a un modèle qui existe, on a un modèle qui fonctionne, et on a un modèle qui peut faire référence. Merci. Utilisons-le. Merci beaucoup. Vous expliquerez d'ailleurs comment on peut l'étendre. On va passer tout de suite à la deuxième partie, cette partie recommandation, pour répondre plus directement à la question. Et donc chaque intervenant a réfléchi, a planché sur une recommandation pour quelle gouvernance dans un monde ébranlé par le changement climatique. Madame Lepage, c'est à vous. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Je commencerai par là où j'ai terminé mon propos tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance des nouveaux mécanismes qui se mettent en place au niveau de l'agenda global des solutions. C'est-à-dire les liens de plus en plus importants entre la mitigation et l'adaptation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a axé les politiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant qu'on est entré dans la deuxième période, les questions d'adaptation au changement climatique sont tout à fait essentielles et elles sont liées également aux efforts que l'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je parlais tout à l'heure de la désertification, c'est typiquement le cas. Deuxièmement, je ne sais plus où j'en suis, mais peu importe, on voit des évolutions considérables. M. Clamadieu parlait tout à l'heure des entreprises. Moi, je suis très intéressée de voir l'évolution de la finance carbone. C'est extrêmement important de voir comment le name and shame, parce qu'en fait, c'est ça qui a fonctionné, a fait que de plus en plus d'entreprises, de banques, d'organisations d'assurance ont été obligés de rendre des comptes parce qu'on disait tout haut ce qui se faisait tout bas. Et ça, je crois que c'est extrêmement important et extrêmement efficace. Et puis, dernier point, je voudrais vous dire un mot sur le droit. Le droit se transforme doublement. D'une part, on voit apparaître de nouveaux textes. Vous savez qu'il y a le pacte pour l'environnement que la France essaye de promouvoir au niveau international. Je vous ai fait diffuser la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui est un texte proposé lors de la COP21, qui est aujourd'hui signé par des villes, des régions, des entreprises, des ONG, un État, des universités, celle dans laquelle nous sommes par exemple, et bien d'autres, qui est la reconnaissance en fait de la responsabilité que nos générations ont vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, qui est donc une base. Et puis, je dirais la transformation dans le monde liée à la justice climatique. C'est une chose dont on parle peu. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 700 procès dans le monde qui sont menés par des citoyens, qui sont menés par des trusts d'enfants, aux États-Unis en particulier, pour exiger de l'État qu'il fasse plus que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est vrai aussi aux Pays-Bas avec Urgenda. Il y en a 700 comme ça dans le monde qui se partagent entre ceux qui demandent aux États de faire plus et ceux qui demandent aux entreprises responsables des émissions de gaz à effet de serre de payer pour contribuer aux catastrophes qu'elles ont créées avec ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc tous les signaux sont au rouge, c'est vrai, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont au vert. Et je dirais que ceux qui sont au vert, c'est ceux que nous portons collectivement, parce que c'est nous qui serons responsables d'avoir gagné la bataille ou de ne l'avoir pas gagnée. C'est notre génération, on n'a pas choisi ni vous ni moi d'en faire partie, mais c'est un fait. Et par voie de conséquence, à nous de nous en sortir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Merci Madame Lepage. Monsieur Faury, vous êtes d'accord ?
pense qu'il y a deux façons de faire une gouvernance mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre. Une qui serait de définir des règles du jeu acceptées par tout le monde, une façon de juger qui respecte les règles du jeu, et puis un gendarme pour faire appliquer la loi. Je pense qu'on est assez loin d'avoir une gouvernance mondiale de ce type sur la préservation du bien commun qu'est le ciel et les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a un deuxième type de gouvernance, c'est ce que j'ai voulu introduire tout à l'heure, qui fonctionne, qui est celle dans laquelle les acteurs sont des joueurs et ils ont besoin les uns des autres pour pouvoir continuer à jouer. C'est en quelque sorte la pression du groupe. Et je pense qu'il va falloir raccrocher la régulation et la gouvernance sur le ciel aux coopérations qui fonctionnent, aux situations dans lesquelles les États sont interdépendants. J'ai voulu montrer par l'utilisation du ciel, par l'aviation commerciale, que ce type de gouvernance existe et qu'elles peuvent fonctionner. Et je pense qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'acteurs privés, d'acteurs individuels ou même de régions, de villes qui ont conscience de l'impact très très fort et de la vitesse de divergence sur le climat, qui sont, à mon avis, pas loin d'être assez nombreux en s'organisant pour créer ce consensus et les conditions de l'interdépendance qui font que les joueurs qui ne seront pas dans le jeu en seront exclus à terme. Donc c'est l'accélération de ce type de gouvernance qui me paraît intéressant. Je pense que dans l'aéronautique, on a les bases de cette situation, mais l'aéronautique, l'aviation commerciale, c'est 2 à 3% des émissions. Il va falloir trouver par groupe d'acteurs ces groupes de jeu dans lequel l'acteur exclu, l'acteur qui ne joue pas, sera l'acteur perdant, et mettre en place les conditions. Alors, je crois que le jeu, c'est ce qui est de plus fort chez l'homme. Donc, si on arrive à créer les conditions des acteurs entre eux pour performer par groupe industriel, économique, par groupe de pression ou par groupe de nations, on a la capacité de mettre en place ça. C'est un petit peu la porte dont tu parlais tout à l'heure, sur laquelle on est tous en train de pousser et qui ne s'ouvre pas. À partir du moment où quelques modèles vont fonctionner, des modèles coopératifs où tout le monde gagne à jouer ensemble, je pense que la porte, alors, elle peut s'ouvrir. Et effectivement, on trouvera sur d'autres problèmes, mais ce seront des problèmes qui seront d'une autre nature, qui seront sûrement sociaux et moins environnementaux. En tout cas, c'est le schéma positif que je pense possible. Et il y a une expression que j'aime bien et qui me paraît celle à laquelle il faut penser dans cette problématique. Il faut arrêter de penser au problème et il faut penser à la solution, ensemble. Merci, Monsieur Faury. Monsieur Le Gall, vous nous parliez tout à l'heure des satellites. Pour vous, la solution passe par les satellites? La solution passe par les satellites parce qu'il faut avoir une sorte de météo des gaz à effet de serre, un peu comme le soir vous regardez à la météo. Qu'est-ce que vous voyez à la météo? Vous voyez des nuages de vapeur d'eau. Donc là, il faut voir des nuages de gaz à effet de serre, le gaz carbonique et le méthane. On parle peu du méthane, mais il est 50 fois plus puissant que le gaz carbonique. Et de ce point de vue-là, à la COP21, la France a pris le leadership mondial. Il faut le dire, d'ailleurs, on m'a donné un petit drapeau, c'était pour un autre usage, mais je le sors parce que de temps en temps, voilà, il faut faire un cocorico. La France est en tête donc pour l'étude du gaz carbonique avec Microcarb et du méthane avec Merlin. Et la France est en tête aussi pour installer une gouvernance mondiale sur l'observation de ces gaz à effet de serre et avec 2 enjeux. Le premier, il faut être certain que tout le monde observe la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que les satellites OCO aux États-Unis, Tansat en Chine, GOSAT au Japon, Copernicus en Europe observent exactement les mêmes données. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut avoir un libre accès à ces données. Et donc, c'est ce que nous avons proposé au One Planet Summit, c'est le Space Climate Observatory qu'on est en train de mettre en place. On a fait les premières démonstrations il y a quelques semaines avec comme pays cobaye en quelque sorte la Chine et le Maroc. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'administration américaine nous rejoint parce qu'au plus haut niveau, on dit non, on ne veut pas du climat, mais au niveau infra, on se rend compte que quand même, on ne peut pas échapper au climat. Et on a une feuille de route très claire. On va reparler des suites du One Planet Summit le 26 septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc le président de la République a pris cette action et puis l'idée c'est de finaliser cet observatoire spatial du climat le 12 décembre à Paris et de ce point de vue-là, je pense que ça instaurera le fait qu'il est absolument
absolument indispensable d'avoir des satellites pour le climat. Et il sera opérationnel quand, cet observatoire ? L'observatoire va commencer à être opérationnel à la fin de l'année, début de l'année prochaine, et puis ensuite l'idée c'est qu'il soit alimenté par les données qui viennent des satellites, de nouveaux satellites qui vont être lancés, mais on va enfin avoir une mesure objective et partagée par tout le monde que les gaz à effet de serre existent et voir les variations. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les Chinois, avec leurs satellites, disent les États-Unis polluent, les États-Unis ne sont pas d'accord. Lorsque les États-Unis disent l'Europe pollue, l'Europe n'est pas d'accord. Là, l'idée, c'est d'avoir des données partagées par tout le monde et acceptées par tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall. Monsieur Clamadieu, dans la poursuite de ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance et le rôle des entreprises, vous vouliez maintenant aussi développer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, dont on a beaucoup parlé hier avec Monsieur Sénard notamment, mais vous vouliez aussi contribuer à ce développement. Peut-être je crois deux pistes qui me paraissent absolument essentielles. Un, le prix du carbone. C'est pas une marotte, encore que je passe beaucoup de temps dans diverses instances à rappeler l'importance de ce sujet. Ça peut paraître un peu technique, mais on est dans une réunion d'économistes et les économistes savent que le signal prix, c'est ce qui permet le plus efficacement d'orienter les décisions d'investissement. Donc il faut continuer sur ce sujet. On voit, y compris d'ailleurs en Amérique du Nord, un certain nombre d'États, la Californie, quelques provinces canadiennes, qui s'engagent dans cette voie, mise en place d'un marché, création de liens entre ces marchés pour aller vers un prix du carbone qui, au niveau mondial, converge. C'est un outil qui est très puissant. Il existe un prix du carbone qui fait sortir le charbon du mix énergétique européen. Donc il faut qu'on s'engage dans cette direction-là. Deuxième chose, et je vais me retrouver d'accord, c'est ce qui m'inquiète presque à nouveau avec Corinne Lepage, c'est les disclosures, le name and shame. Je pense qu'effectivement, et j'aime pas trop le name and shame, surtout le shame, en revanche, je pense que la situation dans laquelle, pour diverses raisons réglementaires, demande de nos actionnaires, demande de ce qu'on appelle plus généralement le marché, les entreprises publient leurs émissions, publient leurs objectifs, c'est quelque chose qui nous fait progresser. Il faut absolument continuer dans cette voie. Alors ça prend différentes formes, un Carbon Disclosure Project, les Science-Based Targets, il y a beaucoup de méthodologies, malheureusement probablement un petit peu trop. C'est vraiment le moyen de nous faire prendre collectivement conscience du problème et d'avancer. Et puis deux choses qui échappent un peu aux pistes, je porte juste une modeste contribution sur ces sujets, mais oui, je pense que le message qu'a passé Jean-Dominique Sénard hier avec beaucoup de conviction autour du capitalisme responsable, c'est bien là où il faut qu'on aille. Je pense que cette capacité à sortir d'une vision extrêmement court-termiste nous permettra de faire des progrès majeurs. Dès lors qu'on accepte de raisonner à moyen terme, je ne vois jamais de situation dans lesquelles l'intérêt de l'entreprise et celui de l'environnement beaucoup plus large dans lequel nous opérons divergent. C'est quand on regarde les choses avec une vision très court-termiste qu'on voit cette opposition. Et puis, dernier point, l'Europe. L'Europe doit retrouver son leadership. Moi, c'est plutôt un petit drapeau européen que j'aurais dû amener pour agiter devant vous. L'Europe est la région du monde qui s'est engagée de la manière la plus déterminée dans cette lutte contre le changement climatique. Qui le sait, qui le perçoit? Très peu de nos concitoyens. Aujourd'hui, qui est-ce qui a pris le leadership? La Chine. À un moment où les États-Unis s'effacent, il faut que l'Europe retrouve cette capacité. La France, notre président s'y est engagé fortement. Mais la France, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Europe s'engage et reprenne le leadership dans cette lutte contre le changement climatique. On en a les convictions, on en a les moyens. Il faut qu'on ait le courage politique d'avancer dans cette direction. Merci, Monsieur Clamadieu. Avant-dernière intervention et les questions à la salle. Monsieur Orsena, vous, ce sont les villes que vous voulez mettre en avant, c'est d'ailleurs le thème de votre dernier ouvrage. Relation au temps, relation au savoir, relation à la vie, relation au temps. Les enfants ne votent pas. Les académiciens et les centenaires, si. Où est l'erreur? J'ai une solution que j'essaye de défendre régulièrement, sans aucune sorte de succès, ce qui brise mes ambitions présidentielles. Des droits de vote proportionnels à l'espérance de vie, calculés. Deuxièmement, le savoir. Face à une menace, il y a deux solutions. La première, c'est bêtifier, désigner un bouc émissaire et régresser dans le savoir et condamner la science. Et évidemment, on n'avance pas, sauf vers la guerre. Donc,
la deuxième solution, c'est au contraire savoir plus. Exactement ce que vous dites. Et savoir plus dans la continuité. Si on ne lance pas un satellite, il y a une sorte de trou dans l'observation, et à ce moment-là, on perd tout ce qu'on a fait depuis un siècle. Donc évidemment, savoir. Mais savoir ne suffit pas. Il faut encore croire à ce qu'on sait et en déduire les conséquences. Nous savons tous que nous allons mourir. Est-ce que nous en déduisons les conséquences? Est-ce que nous disons aux gens qu'on aime assez qu'on les aime? Donc ma deuxième revendication, c'est ça, le savoir et l'amour. Troisièmement, de l'humilité, qui est le cœur de l'ambition, c'est-à-dire imiter la vie. J'ai travaillé beaucoup sur les fleuves et j'ai vu que la Louisiane est en dessous de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a foutu en l'air les mangroves et on construit des digues. Les digues, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, quand on a eu un système, celui de la vie, qui est quand même une start-up de 4 milliards 500 millions d'années qui a fait ses preuves, l'humilité, c'est de dire quel est le système qu'a trouvé la vie. C'est exactement ce qu'on trouve en médecine, en immunité. Pourquoi pas l'imiter? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Monsieur Ousland, pour votre recommandation, et les images, cette fois-ci, ça va marcher, vont passer pendant que vous parlez. Donc parlez et on passera les images. That would be great. Well, first I would like to say that I'm really think it's a great thing that France is taking the leadership role in science behind climate change. And yeah, here you can see some of the images from one of my expeditions. I don't show you this just to cool you down, but it shows a little bit of the world that I live in from day to day, and you also see the nature of these glaciers, which have formed a lot of the world that we know today. All these glaciers have really formed the Earth as we know it, and it's just a great and enormous force. And I just want to dwell a little bit about that picture, because this is Patagonia in 2003, and I got back to the exact same place 10 years later. If you can get the next picture, and then the landscape was totally different. In 10 years, the landscape has changed with several hundred meters loss of ice on that glacier itself, and this is happening in a place where no people live. So that is one reason I think that it doesn't really reach the public. And my role in this project is to be the eyewitness, to go out and tell people with images and videos what is happening. And we're actually working with the Airbus Space and Defense on this project to measure the glacier with detailed satellite image that we can use again in the future to see how much the glaciers have declined. Okay, but back to well, here you see also, I only got 3 minutes the last time, so I'll add 1 more minute this time to tell you about the sequence I mentioned before about the white surface reflecting this energy back to space and the dark surface absorbing the energy. And I think this picture is a quite visual example of what is happening up there. But about the recommendations is obviously a lot of solutions. But I think it's 3 things that is important. One is the industry and technological development. Secondly is political will. In Norway, we actually have money and political will to protect the rainforest. I know that the Norwegian government actually are giving money to Brazil and Congo and other places where they have huge amount of rainforest to protect it. So that is one way to do it, and also to give incentives. In my home garage, where we have the cars in Norway, we get money back from investing in chargers for electrical cars. And actually, since we do that, speaking about money and what is really working is the price of things. And now 70% of the people who owns a car in the garage have electrical car. So that really helps to have to use money as a kind of a carrot.
And the third thing is, of course, the people. You know, you can't have political changes or technology development without people knowing what's going on, because there is an enormous force with and behind the users that are in the end buying the project. And I think in the end of the day, you have to take it down to a personal level. Is this what I want to give to the future? Is this what I want my children to have for the future? So I think it has to be also a question of a moral into it. Thank you. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes pour un jeu de questions-réponses avec la salle. Qui veut ouvrir le bal? Là-bas. Première main levée, mademoiselle. Le micro arrive. Merci. Question courte, et évidemment, vous connaissez le jeu, réponse courte. C'est bon. C'est une question pessimiste. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut vivre la révolution numérique et digitale et lutter contre le réchauffement? Deux exemples précis. En grande école, on est capable de nous montrer le film Demain de Mélanie Laurent, qui est magnifique, sur un grand écran plasma qui consomme autant qu'un ménage en 2 jours. On est super fiers de lire moins, c'est-à-dire de détruire moins d'arbres de la forêt amazonienne, et pourtant on recharge un portable à peu près 2 fois par jour. J'ai un peu l'impression que c'est comme si, en fait, on nous parlait aujourd'hui de révolution. C'est comme si en fait on avait parlé de CO2 au 19e siècle, début du 20e siècle, à des personnes en pleine révolution industrielle. Il y en a sûrement qui l'ont fait, simplement on a quand même payé les conséquences 100 ans après. Quelles conséquences on va payer de la révolution numérique dans 100 ans? Monsieur Clamadieu et Monsieur Arsenault peut-être? Non, je comprends votre question. Effectivement, l'exemple que vous donnez du super film présenté à grande dépense d'énergie est une raison de vous inquiéter. Moi, ce qui me rassure fortement, c'est que le digital dans l'industrie, c'est un incroyable levier d'optimisation de nos consommations d'énergie, de matières premières. Enfin, on fait des ruptures incroyables en utilisant des outils digitaux pour consommer moins d'énergie, pour avoir des réseaux plus efficaces. Et donc, je pense vraiment qu'au total, la balance est positive. Et oui, aujourd'hui, 5% de l'électricité mondiale est consommée par les data centers. Mais la capacité de ces puissances de calcul à nous permettre de mieux utiliser l'énergie est quelque chose qui est un levier de progrès fantastique. Donc moi, j'ai plutôt une vision positive de ce que le digital peut apporter. Monsieur Arsenault, après Monsieur Le Gall. Si c'était à refaire, je ne ferais pas la thèse débile que j'ai faite sur les mécanismes d'éther. Et je ferais une thèse sur la question du pricing, pardon pour l'Académie française, c'est-à-dire ce qu'on met dans le prix. Parce qu'on met dans le prix exactement ce qu'on veut qui sortent, mais pas l'ensemble du mécanisme. Et par exemple, dans la transition énergétique, on ne met pas le coût de production des terres rares nécessaires, on ne met pas la possibilité de recycler tout ça. C'est-à-dire qu'on considère tous les produits comme un élément d'un cycle plus large. C'est pour ça que la question de la culture générale, c'est-à-dire une vision générale, n'est pas ponctuelle. Parce que la plupart des prix sont des escroqueries. Merci. Monsieur Le Gall, vous voulez dire un mot rapidement avant de passer à une autre question? Sur la question du numérique, moi j'ai foi dans la technologie. Parce que en disant oui, les écrans ça consomme et autres, parfois j'entends dire la même chose sur la fabrication de l'aspirine, mais il n'y aurait pas d'aspirine, on serait tous morts parce qu'on n'aurait pas survécu à 2 ou 3 ans à la fièvre du nouveau-né. Donc je crois qu'il faut avoir foi dans la technologie. Dans quelques années, l'écran ne consommera pratiquement plus rien parce qu'on aura trouvé de nouvelles cellules, ainsi de suite. Merci. Autre question, le jeune homme qui avait la main en deuxième tout à l'heure. Vous pouvez vous lever. Là, sur le côté. T-shirt coloré. Merci, comme quoi un t-shirt coloré, ça sert. Edouard Bissen, je suis doctorant au CEA au CNRS. Ma question s'adresse un peu plus à M. Clamadieu, à ses propositions en particulier. Vous parlez de prix du carbone. Je voudrais savoir en détail comment est-ce que vous voulez faire ça, par exemple. Voiture électrique, très bien. Dans un premier temps, à l'échelle locale, ça diminue la production de carbone. Mais quid de la manière dont cette électricité est produite? Je pense à l'Allemagne qui rejette quand même 4 fois plus de CO2 que la France pour une économie de taille relativement similaire. Et je pense également aux conséquences à plus long terme quand on parle de batteries, quand on parle de panneaux solaires, le recyclage de ces terres rares, le recyclage de ces minerais. Comment est-ce que vous voulez inclure cela dans ce calcul, ce qui me semble quand même, puisqu'on parle de solutions à long terme, nécessaire? Merci beaucoup.
Enfin, votre question est tout à fait le reflet de ce que disait Eric il y a un instant sur cette table. C'est vrai qu'un prix, on y met ce qu'on veut. Pour moi, le prix du carbone, il est particulièrement important dans le secteur énergétique. Parce que là, on sait à peu près quoi mettre dans ce prix. Et à nouveau, si vous voulez pousser le charbon hors du mix énergétique européen, et c'est vrai qu'aujourd'hui, un pays comme l'Allemagne a fait le choix de la transition énergétique à marche forcée vers les énergies renouvelables, mais en même temps, alors qu'il sortait du nucléaire, a choisi dans les faits le charbon comme énergie de base, comme énergie de backup. Je pense qu'on voit bien qu'on n'a pas une situation satisfaisante. Il existe, je le répète, un prix du carbone qui permet de sortir le charbon du mix européen. On sait d'ailleurs à peu près ce qu'il est. Il faudrait probablement qu'il soit autour de 30 ou 40 euros à la tonne pour que nous ayons une production d'énergie décarbonée en Europe. Donc je pense que c'est cet outil-là. Alors effectivement, dès lors qu'on va vers des systèmes complexes, et votre exemple de la voiture électrique est un excellent exemple, il faut faire une analyse systémique beaucoup plus large. Là, le prix du carbone n'est pas la réponse. Mais il est sur un élément fondamental du système qui est la production d'énergie électrique aujourd'hui, et puis un certain nombre de grands secteurs industriels, le ciment, l'acier, probablement la chimie. Là, je pense que c'est un outil très utile, dès lors que la méthodologie est bien cadrée, et dès lors qu'effectivement, on n'est pas dans la situation qu'évoquait Eric, dans lequel on fait dire au prix ce qu'on veut. Mais on a aujourd'hui des systèmes qui fonctionnent. Le système européen, il fonctionne. Il y a quelques éléments de réglage à faire pour qu'il donne un prix qui soit un petit peu meilleur, en tout cas qui fournisse des éléments de décision à moyen terme. La Chine est en train de mettre en place cet outil, et franchement, l'objectif des autorités chinoises, je pense qu'il est très clairement de diminuer la part du charbon dans leur mix énergétique. Donc c'est un outil qui fonctionne sur une partie du sujet, mais qui est une partie assez essentielle. Merci. Patrice, je vous avais promis de garder 1 minute pour la conclusion. Vous avez votre minute. Pas plus. Deux mots de conclusion. Le premier, c'est connaissance, et le deuxième, c'est résilience. Il me semble que finalement, ce dont on parle depuis 1 heure, c'est de la structuration de connaissances et d'expertise autour de la question du changement climatique et de des solutions qui, pour certaines, sont proches de la maturité. On peut faire, chacune d'entre nous, l'exercice consistant à dire « Nous sommes 2 ans et demi après la COP21, essayons par différence de nous souvenir de ce qu'était notre expertise et la compréhension de ces problèmes il y a 2 ans et demi. Et en fait, entre cette période de 5 ans, il y a une révolution, alors dans nos pensées, mais également dans des institutions, dans des entreprises, dans des corps de règles. Et finalement, je pensais à cette table ronde en l'introduisant être le plus positif, et ça n'a pas été le cas, et je m'en réjouis. Deuxième terme, le terme de résilience. Ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'on vient de voir que le cadre commun de gouvernance, l'accord de Paris, a passé un premier stress test qui est celui de la sortie, non pas des États-Unis, ça a été dit, mais de Donald Trump. Et finalement, la conclusion assez réjouissante et un peu inquiétante par ailleurs, à laquelle on peut parvenir, c'est que Donald Trump aura eu plus de capacité à faire voler probablement en éclats l'OMC, c'est probablement en cours, que le cadre d'accord de Paris avec lequel nous allons devoir vivre jusqu'à la fin de ce siècle. Et il me semble que tout ça mérite quelques applaudissements pour non seulement nos panélistes, Marc qui a fait un boulot absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bravo pour avoir tenu le timing. J'y croyais pas, mais chapeau. Merci à tous.